Je dois dire que quand j'ai été invité à prendre la parole à ce colloque il y a quelques mois maintenant, je me suis demandé qui est-ce qui avait pu donner mon nom. Alors, je ne peux rien vous dire. Mais je viens de le rencontrer. Et pourquoi? Pour une raison très simple, c'est que le comte de Chambord, dans mon domaine d'activité, même si je suis très très proche et extrêmement proche de toute cette ligne de pensée, ma première réaction, c'était de me dire, mais qu'est-ce que je vais aller faire avec des gens dont j'avais vu les titres, les fonctions, professeur d'université. Oui, alors bien sûr, j'ai eu des diplômes universitaires. Enfin, je suis les pieds dans le cambouis. Et 45 ans de ma vie professionnelle m'ont conduit au contact des entreprises pour les aider à mettre en œuvre un certain nombre de principes qu'improprement on appelle le principe de la doctrine sociale de l'Église. Et je vous prie de m'excuser, effectivement, c'est tout de suite quelque chose que je corrige. Doctrine, oui, il y a une doctrine sociale, mais parce que d'abord, il y a une doctrine politique. Le social découle du politique. Et doctrine politique, l'Église a une doctrine politique. Alors vous pourriez vous demander, qu'est-ce que vient faire l'Église dans la politique? Qu'elle aille à la sacristie? Non, attendez, je crois qu'il faut être réaliste. L'Église s'intéresse à notre éternité. Et elle sait très bien que, c'est pas moi qui le dis, ce sont les encycliques, de la forme donnée à la société dépend ou découle le bien ou le mal des âmes. Donc, se préoccupant de nous conduire vers l'éternité, il est normal que l'Église s'intéresse aux conditions humaines dans lesquelles nous exerçons les quelques années que nous avons à vivre et qu'elle s'assure par là de nous amener du meilleur moyen possible. Et du coup, l'Église nous donne un certain nombre de points de repère pour que nos sociétés rendent plus facile la vie de l'homme et du chrétien. Je reprends des termes là, que certains d'entre vous connaissent, puisqu'on les retrouve dans les encycliques. Alors, effectivement, parler de doctrine politique, ça veut dire que l'Église nous donne des points de repère pour organiser, faire vivre, faire fonctionner nos sociétés. Alors, je vous prie de m'excuser, je vais sortir des réflexions générales qui ont été faites concernant le comte de Chambord. Je vais y faire référence. Mais il est utile de préciser, en ce démarrage de réunion, c'est la première précision, c'est qu'on parle de doctrine. Pour ma part, je parle de doctrine politique et sociale, doctrine de l'Église en matière politique et sociale. Parce qu'elle nous donne d'abord des principes, vous les connaissez. Vous les connaissez. Principe de totalité, le souci du bien commun. Est-ce que ce n'est pas un principe politique, ça? Avoir le souci et agir dans l'intérêt du bien commun. Le principe de subsidiarité, celui-là vous le connaissez un peu mieux, hein, depuis que l'Europe l'a récupéré pour le faire fonctionner à l'envers. Ce sont des principes, d'ailleurs on verra, c'est des principes fondamentaux pour le fonctionnement de quelque société qu'elle soit, y compris la famille, la première société politique. J'ai bien dit politique. Et donc, pourquoi je suis là? Pour vous parler de la manière dont des entreprises ont cherché à mettre en œuvre dans leurs établissements, dans leurs entreprises, enfin on va y revenir en plus en détail, et je me tiendrai après à votre disposition si ça éveille des curiosités, éventuellement en privé, en tête-à-tête. Des entreprises se sont préoccupées de ça. Certains d'entre vous ont connu la cité catholique créée par Jean Housset, juste après-guerre. J'ai eu la chance, par ma famille, de téter ce lait-là des enfants.
et donc de profiter d'une formation que mes parents m'ont transmise, que j'ai essayé de transmettre à mes enfants, que j'essaye de transmettre à mes petits-enfants. Dans les années 50, donc, dans l'orbite de la Cité catholique, qui est devenue après l'Office international des œuvres d'action civique et culturelle selon le droit naturel et chrétien, créé par Jean Housset, s'est créé un petit groupe de dirigeants d'entreprise, chrétiens, catholiques, je préfère le mot catholique à chrétien, c'est... Parce que les chrétiens n'ont pas de doctrine politique et sociale. Les protestants, ils n'ont pas une doctrine politique et sociale. Il n'y a que le catholicisme. Et oui, le protestantisme, c'est chacun qui fait sa loi. Donc, ça se comprend tout à fait. Et cette doctrine catholique a inspiré un certain nombre de dirigeants d'entreprise qui étaient confrontés à un problème. Rappelez-vous, vous n'y étiez peut-être pas, mais moi non plus, tout juste. On est dans l'après-guerre, une CGT omnipotente, un parti communiste qui a, grâce au général, à la mainmise sur les entreprises, il ne faut pas l'oublier ça. On a un pouvoir sur l'économie et sur la réalité du monde professionnel qui fait que les entreprises sont en conflit permanent. C'est l'époque où M. Mitterrand fait tirer sur les ouvriers en grève. Oui, oui, c'est des réalités, ça. C'est l'époque où il suffit que un gars dans un atelier monte sur une table, les gars, on fait grève, et une demi-heure après, tout est arrêté. Et ces dirigeants d'entreprise s'étaient posé la question, je vous la formule. Pourquoi nos entreprises deviennent-elles des champs de bataille alors que la totalité des gens y viennent non pour se battre, mais pour gagner leur vie en paix, c'est-à-dire la tranquillité de l'ordre. Et ce groupe de dirigeants d'entreprise qui a commencé à se poser cette question, ce qui a attiré son attention, c'est travailler en paix, la tranquillité de l'ordre. Et ils se sont dit, mais c'est peut-être dans nous qui mettons le désordre dans nos entreprises. Est-ce que véritablement, nos manières de travailler, nos manières de fonctionner, mettent les gens dans la situation où ils ont intérêt, où il est plus facile de mener une vie digne de l'homme et du chrétien. Alors vous allez me dire, c'est le premier point, quel est le lien avec le comte de Chambord ? Le lien, il est très clair. C'est que ça a été suffisamment répété au cours de cette journée, je ne vais pas y revenir. Mais l'imprégnation du comte de Chambord, de cette société chrétienne qu'elle nous a transmise la monarchie, fait que, inévitablement, dans cette doctrine de l'Église en matière politique et sociale, on retrouve des principes fondamentaux dont on ne peut pas, et je cite les encycliques, et je cite la Pie XII particulièrement, dont on ne peut pas s'écarter sans danger pour les hommes et leur société. Vous entendez bien ? Principes dont on ne peut pas s'écarter sans danger pour les hommes et leur société. Et ces gens d'entreprise se sont mis au travail. Là-dedans, il y avait quelques légitimistes, tout le monde catholique. Jusqu'au moment où il y a des gens... On verra, c'est tellement une doctrine de droit naturel. Ces principes sont tellement de droit naturel qu'effectivement, elle a commencé à agréger un certain nombre de gens, des praticiens, qui se sont posé la question, comment peut-on faire pour créer les conditions qui font que les gens, finalement, ils ont intérêt à travailler en paix, et ils ont commencé à examiner leur propre situation. Et progressivement, ils rataient, ils remettaient les choses en ordre, et ça a amené... J'ai rejoint ces équipes dans les années 74, 75, excuse-moi, c'est vieux. Ce qu'il faut voir là-dedans, on va revenir sur ce point-là, ce qu'il faut voir là-dedans, c'est que, et c'est ce qui m'a étonné dans la prose du comte de Chambord, c'est que le comte de Chambord, alors on nous le présente toujours comme un cœur généreux, une image pieuse de l'homme de charité. Oui, il n'est pas question de dénier ça. Mais derrière, il y a des principes politiques. Des principes politiques dont nous ont parlé mes prédécesseurs. Je voudrais notamment montrer qu'à travers sa lettre sur les ouvriers, notamment, on voit un comte de Chambord qui refuse les ruptures qui font de la vie sociale un champ clos de bataille. Il refuse
les barrières qui isolent les hommes. Alors, je rappelle au passage, et je reprends ce que disait le professeur Bousco tout à l'heure, le fait qu'on a isolé les hommes avec le décret d'Allard et la loi Le Chapelier, parce qu'ils avaient des prétendus intérêts communs. Ça a été cité tout à l'heure. Ils auraient des prétendus intérêts communs. Étonnons-nous après que, effectivement, on en arrive à la lutte des classes, si on n'a pas d'intérêt commun. Et donc, c'est le fruit du libéralisme, des différentes doctrines socialistes. Donc, on en arrive aux affrontements. Et on voit un prince qui a la conviction que les institutions doivent renouer les liens rompus entre les gens. Que les institutions doivent renforcer entre les hommes du terrain, les hommes réels, des liens mis à mal sous l'influence des idéologies clivantes. Libéralisme. Quand vous voyez, tout à l'heure était cité, je repensais à ça, la loi de 1864 qui autorise la coalition temporaire. Temporaire. Hein. Jusqu'à présent, on n'avait pas le droit, mais coalition temporaire. C'est-à-dire qu'on donne au droit aux gens de se battre. La coalition se bat. Et ils n'ont pas le droit de s'associer. Il va falloir qu'ils attendent 1884. Mais on rêve complètement. On est dans le désordre le plus total. C'est-à-dire que je n'ai rien à défendre puisque je n'ai pas le droit de m'associer. Et le premier droit qu'on me donne, c'est celui de me battre. Étonnez-vous après qu'on ait eu tout un 19e siècle, tout un 20e, de lutte, de conflits sociaux, etc. Donc, ce qui est intéressant, alors, on a évoqué l'influence. Moi, je voudrais évoquer notamment, insister sur l'influence de Alban de Villeneuve-Bargemont, préfet du Nord, qui effectivement a bien mis le doigt sur l'aspect institutionnel, en dehors de l'aspect charité, regroupement, etc., mais la nécessité que la politique, l'art de faire vivre la cité, et le souci de rapprocher les gens, de rapprocher l'intérêt, leur donner un intérêt à travailler pour le bien commun, pour la société en général. On a évoqué, donc je ne reviendrai pas dessus, le rôle de ce groupe de pensée, de réflexion, d'aide qui était autour du comte de Chambord, et qui a renforcé, qui a donné naissance au catholicisme qu'on a appelé social, avec l'aboutissement Rerum Novarum, si parmi vous il y en a qui sont intéressés, nous en avons emmené quelques exemplaires là-bas, avec un gros avantage, c'est qu'elle a été décortiquée par chapitre avec des sous-titres, parce que c'est assez indigeste pour notre époque. Je précise bien, pour notre époque, il faut se rappeler que les encycliques, c'est fait pour les chefs, c'est pas fait pour nous. C'est fait pour les évêques. C'est eux qui enseignent. Je le rappelle, hein, parce que n'importe qui s'improvise lecteur d'encyclique. Donc, c'est à votre disposition, là-bas, bien décortiqué, qui permet de faciliter la lecture. Donc, ces gens vont s'appuyer sur un certain nombre des points que le comte de Chambord a mis en évidence, notamment quand il parle de décentralisation et de franchise locale. Mais vous en avez une application à la lettre dans les entreprises. Et je vais vous faire un parallèle de voir ce que j'ai vu d'entreprises, ce que j'ai vu, j'insiste, d'entreprises. Alors toujours, je le précise, ça évite de partir dans des discussions, d'entreprises dans lesquelles les dirigeants sont impliqués dans le capital, c'est-à-dire des entreprises patrimoniales. Je ne parle pas des entreprises anonymes, tellement anonymes qu'on ne sait plus qui est propriétaire et du coup, ça va à volo. Non, je parle bien d'entreprises avec lesquelles, pendant 45 ans, j'ai eu la joie, sans l'avoir cherché, uniquement par ma formation qui m'avait été transmise par mes parents, finalement, d'une action, mettre en œuvre une action qui a pour but de renouer les liens. Et c'est ce point-là que je voudrais évoquer avec vous, qui est un peu le deuxième point de cet entretien. Finalement, tout se résume dans l'idée de défaire les nœuds et retisser des liens. C'est vrai au niveau politique national.
C'est pas parce qu'on fait des incantations magiques et des danses du scalp autour de la notion de vivre ensemble qu'effectivement, on va arriver à renouer les liens pour amener le pays dans la prospérité. Alors, pour commencer, j'emprunte à l'Humanité, le quotidien. À l'époque, il avait plus de tirage qu'aujourd'hui. Désolé, c'est des citations anciennes. Du 10 avril 1975. Quelques lignes qui veulent décrire l'action que menaient ces équipes dans les entreprises. Je venais juste de les rejoindre, donc je n'y étais pour rien encore. Je n'ai été qu'un héritier vis-à-vis desquels, et je m'en profite pour remercier des gens comme Jean de Saint-Chamas, qui a été un des initiateurs de ce travail avec d'autres chefs d'entreprise. Et j'ai rejoint l'équipe en 1974, donc. Et voilà ce que disait l'Humanité du travail qu'avait fait cette équipe. Je cite l'Humanité. Vous allez voir, c'est une réponse directe à ce que disait, aux préoccupations du comte de Chambord. Je cite l'Humanité. À travers les thèmes, les études proposées aux sessionnaires, oui, chaque réunion, chaque séance de travail commençait une petite réunion avec l'encadrement, en présence de la direction, toujours le chef. À travers les thèmes, les études proposées, il s'agit en fait de resserrer les liens, de faire apparaître la priorité de ce qui unit sur ce qui divise au sein de l'entreprise, de mettre en évidence cette réalité, cette nécessité des intérêts communs face, et là il nous citait textuellement, au mythe destructeur de la lutte des classes. Donc, ils avaient fait une analyse remarquable de nos interventions. Bien sûr, les entreprises venaient nous chercher. Pourquoi? Pour sortir du conflit, pour sortir de ces tensions, pour favoriser une efficacité, une fécondité. Ce qui n'était plus le cas au cours des 15-20 dernières années de mon activité, et qui n'est plus le cas aujourd'hui. On vient rarement nous chercher pour ça aujourd'hui. Alors, elle se caractérise par quoi cette ligne de conduite? Parce que c'est une ligne de conduite qu'on retrouve, et vous allez le voir, j'essaye de faire des parallèles avec les réflexions du comte de Chambord, ce que j'ai vécu dans l'entreprise, et ce qu'on pourrait traduire aussi au niveau national, au niveau du pays. Alors, quelles sont les conditions de cette politique? La première chose, vous savez, le poisson pourrit par la tête. Il y a une autre version, un escalier, ça se balaye par en haut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la première condition, c'est d'avoir le chef suprême entre les mains. Vous savez, un missionnaire comme Saint François Xavier disait qu'il avait plus fait quand il avait converti un prince que s'il avait prêché des milliers de missions. Mais je peux vous dire que c'est vrai, à tel point que nous n'avons jamais travaillé sans l'appui physique des têtes de l'entreprise. Quand le roi exprime sa volonté, ça va à l'encontre d'Adolphe Thiers, qui disait, vous connaissez la phrase, contre laquelle le comte de Chambord s'est levé. Le roi règne, il ne gouverne pas. Si, le chef gouverne, il donne le cap. Le prince en ses états, le prince en ses conseils, le peuple en ses états. Vous allez retrouver l'application, qui sont les principes de la doctrine de l'Église. Tout à l'heure, quand mes prédécesseurs évoquaient les principes politiques, on retrouve tout à fait ça, les franchises locales. Quand le comte de Chambord parle des franchises locales et de la décentralisation, ce n'est rien d'autre. Donc, et là, je ne voudrais rien perdre donc je me retourne plus sur mon papier, je vous prie de m'excuser. L'intelligence, ça suppose l'intelligence, au sens fort du terme, intui leggere, lire dans les choses. L'intelligence, c'est-à-dire la capacité d'observer, observer, ça veut dire qu'on est sur le terrain. Ça veut dire qu'on n'est pas dans les moquettes de direction générale. On vient sur le terrain. Observer, analyser, sous-peser. C'est ça l'exercice de l'intelligence. L'intelligence, suivie du coup de la volonté
du dirigeant de mettre en œuvre. Notre préoccupation première, c'était effectivement de s'assurer qu'on avait un patron qui comprenait la situation, qui s'intéressait à la situation et qui voulait derrière mettre en œuvre. La deuxième remarque qu'on peut faire là-dessus, c'est qu'il est évident qu'on est dans un domaine du réel. Il s'agit de sortir des produits, de satisfaire à des clients. C'est en réalité l'avantage de l'entreprise. Moi qui suis très terre-à-terre et pied dans la glaise, je veux dire que j'ai été satisfait parce qu'on voyait les résultats de l'entreprise. On voyait les résultats très rapidement. Un client qui s'est insatisfait, ça se voit. Des collaborateurs qui font grise mine, ça se voit. Un chef qui n'est pas à l'aise et qui se mord les moustaches, ça se voit. En d'autres termes, cette appréhension des réalités nécessite de la part du dirigeant d'entreprise de chercher les conditions à mettre en œuvre pour satisfaire, régler les difficultés qui peuvent apparaître. Ça, c'est la première chose. En vue, bien sûr, de résultats. Et on retrouve là le principe de totalité, c'est-à-dire le bien commun. Le dirigeant, il est là, le chef, le roi, il est là pour assurer le gouvernement du peuple. C'est la ligne de conduite. Deuxième condition, une règle de vie. J'ai travaillé pendant 30 ans avec un groupe qui a été redressé par une équipe de cadres qui ont racheté l'entreprise, qui sont endettés, qui était jusqu'à présent leader d'une entreprise française, qui était leader mondial, qui était devenu leader mondial dans un domaine très très spécifique, la conception et la réalisation de pièces de moteurs en aluminium. Donc on est dans la haute technicité, une entreprise du peu 3500 personnes. Ce n'est pas un petit échantillon au niveau local, avec des actionnaires engagés dans le capital, des dirigeants engagés dans le capital. Et quand, dans les réunions de travail que nous avions, il m'arrivait de me laisser aller, de parler de règles du jeu de l'entreprise, j'étais sûr que derrière, le patron me rentrait dans les plumes en me disant « Non, Thiard, ce n'est pas une règle du jeu, c'est une règle de vie. » Une règle de vie. Et il rajoutait, il était une époque où on n'avait pas de règle de vie, on a failli en mourir. Et une règle de vie, au sens monacal du terme, c'est-à-dire, prenez la règle de Saint-Benoît, elle tient en 60 petites pages d'un petit livre comme celui qui est là, hein, la règle de Saint-Benoît. Une règle de vie, plus la règle est brève, claire, s'adressant à tous, concernant tout le monde, moins il y a besoin de gendarmes, moins il y a besoin de réglementation. Le contraire de ce qu'on a aujourd'hui, finalement. C'est parce qu'on n'a plus de principe de vie, qu'on n'a plus de point de repère. Alors surtout quand la règle de vie est bâtie en collaboration avec les gens de l'entreprise. C'est très facile. Hein. S'il y en a parmi vous qui veulent me poser la question après, je serai là avec plaisir pour répondre. C'est très facile de bâtir la règle de vie de l'entreprise. Il s'agit de la règle qui dirige les mœurs et les comportements de tout le monde. Et je peux vous dire que cette règle de vie, on peut la mettre en œuvre aussi bien en France, à Marc-en-Barœul près de Lille, qu'à Carpentras dans le sud de la France, ou que ce soit au fin fond de l'Inde, à Mumbai, ou que ce soit en Bulgarie, à Roussé, sur les bords du Danube. Pourquoi ? Parce que c'est des règles de vie basées sur le droit naturel auquel tout le monde aspire. Donc ce point est essentiel. C'est la loi fondamentale du royaume. Et pendant la période d'essai, qui est finalement que la période probatoire ou le postulat, tout le problème, c'est de veiller à ce que, est-ce que le candidat il est apte à intégrer cette règle de vie ? On est dans le domaine très pratique, là, très charnel, très incarné. Est-ce que la personne qui veut rejoindre notre entreprise, elle est capable de se conformer à cette règle de vie qu'on s'est donnée? Troisième point, renouer le lien. Et ça, c'est, vous voyez, deux premières conditions. L'engagement du dirigeant et donc de chef à chaque niveau. Deuxième, une règle de vie qui anime tous les niveaux. Troisième condition,
renouer les liens entre pouvoir et responsabilité. Toute personne qui est en charge de quelque chose, toute personne qui a des comptes à rendre, respondere. Toute personne qui supporte les conséquences de son domaine, ce sont les caractéristiques de la responsabilité. Parce qu'ici et là, on dit on est tous responsables, on n'assume pas ça. Ça veut dire quoi? Être responsable, c'est avoir quelque chose sur le dos. Les Anglais sont très clairs là-dessus. To be responsible, to be in charge, to be in charge. C'est pesant, la responsabilité. Deuxièmement, rendre des comptes. Troisièmement, supporter les conséquences. Eh bien, quelqu'un qui est responsable, et vous remarquerez que ce n'est pas simplement les chefs là-haut. Monsieur Gudule, qui est en charge de l'entretien de la salle de réunion, il est responsable. Et si c'est mal balayé, on va aller voir le père Gudule, dis donc père Gudule, au rapport. C'est ça la responsabilité. Et donc des gens qui ont des responsabilités, ne surtout pas leur retirer le pouvoir. Ça veut dire que le père Gudule, quand on va changer les balais, parce qu'il faut les renouveler, on va lui demander son avis. C'est la vraie démocratie d'ailleurs au passage. Hein. La vraie démocratie. Le prince en ses conseils, le peuple en ses états. Et quand vous pratiquez ça à tous les niveaux d'une entreprise, je peux vous garantir que ça a des effets redoutables en efficacité. Vous économisez de l'argent, je peux vous le garantir. Donc ne jamais séparer pouvoir et responsabilité. Ne jamais séparer devoir et intérêt. Les gens rentrent dans nos entreprises, on leur confie un devoir, une mission, une tâche, une responsabilité. Il faut qu'ils y trouvent un intérêt. Je ne parle pas d'intérêt, on va y venir. L'intérêt financier, oui, mais c'est secondaire. C'est là l'erreur de nos libéraux et de nos financiers. L'intérêt, c'est de donner mon avis. L'intérêt, c'est de prendre la décision, on m'a laissé. J'ai toujours souvenir à l'hôpital d'Avignon, vous avez compris que je n'étais pas du nord de la France. À l'hôpital d'Avignon, un jour, je vais voir un de mes amis qui était dans sa chambre. On me fait sortir à un moment donné parce qu'il fait le ménage, ou des soins, pardon. Et je rentre dans le couloir, il y avait une dame castiquée avec une énergie extraordinaire. Et puis alors je me dis, madame, je vous prie de m'excuser, mais je vous salue tout votre travail. Non, c'est pas grave. Et puis comment je me suis cru dans une publicité de lessive, j'utilise tel produit, etc. Alors ben oui, ben, c'est bien réussi. Et puis elle me rajoute, oh oui, mais ma collègue du dessus, là-bas, elle n'a pas préféré. Je me suis dit, je suis dans un hôpital public, les femmes de ménage, on leur a donné le choix, en se dans une gamme hein, de produits. Du coup, elle te passait le balai avec une énergie extraordinaire. C'est ça le respect, la dignité humaine. Ça commence par là. Je vous prie d'excuser ces histoires de concierge, mais c'est le propre de mon métier. Et la vie humaine, elle est faite de choses très charnelles. Quatrième condition, donc première, la volonté du patron. Deuxièmement, une règle de vie. Troisièmement, renouer dans tous les cas le lien entre pouvoir et responsabilité, entre devoir et intérêt, que les gens aient intérêt à bien faire leur devoir. Quatrième condition, restaurer le sens du service. Je ne vais pas me retourner sur les écrits du comte de Chambord. Celui qui refuse de servir, il ne sert à rien, on le jette. Le service, c'est la condition de vie en société. On est tous au service les uns des autres. Quand un Henri IV terminait une lettre en disant « Croyez-moi, votre dévoué et fidèle serviteur », parlant à un de ses inférieurs, vous connaissez tous la fameuse lettre, non, on n'a pas le temps, s'il y en a qui veulent la connaître, la lettre de l'échange de correspondance entre Henri IV et François Mitterrand, vous la connaissez tous, non? Oh non, je vous la lis. On est à l'époque où Henri IV est en train de faire les grandes réformes du... Vous allez voir ce que c'est que l'application du principe de subsidiarité. Henri IV est en train de refaire tout le quartier du Marais, etc., toutes ces splendeurs. Et Henri IV et ses conseillers autour de lui veulent créer des quartiers réservés, des quartiers pour les artisans, etc. Le maire de Paris, François Mitterrand, écrit « Cher sire, permettez que je me retire. » On appelait ça le devoir de remontrance.
Permettez que je me retire. En jurant fidélité au roi, j'ai promis soutenir la royauté. Or, votre Majesté me commande un acte pernicieux à la royauté. Je refuse, je le répète à mon cher maître et souverain bien-aimé. C'est une malheureuse idée de bâtir des quartiers à usage exclusif d'artisans et d'ouvriers. Dans une capitale où se trouve le souverain, il ne faut pas que les petits soient d'un côté et les gros et dodus de l'autre. C'est beaucoup mieux et sûrement quand tout est mélangé. On en a des présidents de la République qui doivent entendre ça. Nos quartiers pauvres deviendront des citadelles qui bloqueraient nos quartiers riches. Or, comme le Louvre est la partie belle, il pourrait se faire que des balles vinssent ricocher sur votre couronne. Je ne veux pas, sire, être complice de cette mesure. Signé François Miron, prévôt des marchands de Paris. Ça valait le coup de la lire. Ça valait le coup. Ouais. Et vous n'avez pas tout entendu. Réponse de Henri IV. Compère, vous êtes vif comme un hanneton, mais à la fin du compte, un brave et loyal sujet. Soyez content, on fera vos volontés, et le roi de France ira longtemps à votre belle école de sagesse et de prud'homie. Je vous attends à dîner et vous embrasse. C'est beau, je ne pouvais pas résister, elle est trop belle. Elle est trop belle. Oui, mais attendez, quand vous montrez ça et vous le lisez dans une entreprise, ben les gars, ils applaudissent. Ils s'y retrouvent parfaitement là-dedans. Quand le gars, il n'ose pas aller dire à son chef, je ne suis pas d'accord parce que vous êtes trompé, mais parce qu'il a le nœud au ventre, et qu'il entend ça, et il se retourne d'ailleurs avec un petit air vers son chef en disant, donc chef, tu ferais bien d'en prendre un peu de la graine. Hein. Vous êtes libre pour venir en Vendée? Quand vous voulez, oui. Et quand je disais restaurer le sens du service, celui qui refuse de servir ne sert à rien, on le jette. Et tout le travail, notamment de ceux qui doivent servir en priorité, c'est-à-dire les chefs. Alors servir, c'est pas être le scribouillard, le traîne serpillière, etc. Hein, on le prend mal, cette notion de service, de rendre service aux autres, c'est-à-dire les mettre en situation où ils seront mieux. Ce qu'on fait avec un client. On n'est pas pour autant un esclave du client. Cette notion républicaine anti-service, c'est quelque chose qui tue notre pays. On est au service les uns des autres. Et restaurer cette notion de service, ça veut dire qu'effectivement les chefs sont au service de leurs collaborateurs. C'est-à-dire qu'ils créent les conditions où les collaborateurs peuvent donner le meilleur d'eux-mêmes. Or, chaque collaborateur est unique. Je ne sais pas si vous réalisez, dans cette salle, on est 150, 160, on est tous uniques. Alors vous allez me dire, heureusement, qu'il n'y en a pas 100 comme lui à la tribune, parce que ça serait insupportable. Mais effectivement, nous sommes tous uniques. Que fait-on pour exploiter? Alors c'est un mot que j'aime bien employer quand je suis avec des cégétistes, parce que tout de suite le mot, c'est mettre en valeur. Mettre en valeur le potentiel, les qualités de chacun, et c'est le rôle des boss. C'est le rôle des chefs, c'est le rôle des services. C'est le rôle de tous ceux qui ont une fonction d'influence dans l'entreprise. Se mettre au service des gens. Et ça suppose donc que dans l'entreprise, on reconnaisse le service, le mérite, comme il était évoqué précédemment. La reconnaissance du mérite. Et c'est quoi le mérite? Eh bien, c'est celui qui facilite la vie des autres. Pour vous reparler de l'entreprise avec laquelle j'ai longtemps travaillé, qui malheureusement, comme beaucoup d'entreprises françaises, vient d'être vendue aux Canadiens, ben oui, comme on n'est pas capable de garder nos entreprises, le patron avait 3 critères qu'il avait sortis du travail avec ses équipes. Hein. Premier critère, est-ce que vous êtes source de mise en valeur des autres? C'est très concret. Hein. Est-ce que tu transmets ton savoir? Est-ce que tu t'occupes du petit jeune qui arrive? Est-ce que le souci de transmettre son savoir aux autres, tu ne le fais pas? Ah, attends, je ne joue pas ce jeu. Pour toi, tu vas stagner. Les augmentations, tu n'en auras pas. Premier critère, le souci de mettre en valeur les autres. Deuxième,
Est-ce que tu as le souci de travailler en cohésion avec les autres? Tu piétines pas leur plate-bande, tu respectes leur domaine de responsabilité. Quand il y a quelque chose à voir dans leur service, tu vas en parler avec eux. Des choses très charnelles, je vous prie de m'excuser, mais c'est ça qui fait la bonne soupe. Hein. Et derrière, et vous comprenez pourquoi je vous ai lu la lettre d'Henri IV et de Miron, le dernier, est-ce que tu es capable de critiquer positivement et de proposer des solutions? On est un exemple magnifique. Alors bien sûr, on va regarder les résultats. On va regarder les résultats économiques. Est-ce que les pièces sont sorties dans les délais? Est-ce qu'il y a la qualité? Mais attendez, si on focalise l'attention des gens, c'est là-dessus qu'on va te juger. C'est là-dessus que tu vas être promu. C'est là-dessus que tu vas grandir. C'est là-dessus que on te fera une statue à l'entrée de l'usine. Le collaborateur sait où il doit aller. C'est la règle de vie de l'entreprise. Au bénéfice des autres. Finalement, lors de mes voyages aux États-Unis, un jour, Très bien. Oui, c'est bien. Hein, au cours d'un de mes voyages aux États-Unis, un matin, je me retrouve au petit déjeuner, je trouve un canard local et je vois un petit billet d'humeur style à la une. Pauvrement servi, l'employé servira pauvrement. Pauvrement servi, l'employé servira pauvrement. Visiblement, c'est un journaliste qui avait été certainement maltraité dans une entreprise, et puis quand il a essayé de recourir dessus, il a compris pourquoi les employés l'avaient mal servi. Mais c'est une réalité, c'est là qu'on se rend compte que l'économique et la finance, qui n'est que le résultat de tout ça, alors qu'aujourd'hui, on a tendance, et c'est ça le drame, on a tendance à mettre ça en premier, la finance. Non, la finance, c'est le résultat. C'est la res ultima, la chose qui découle de tout le reste. Alors bien sûr qu'on en a besoin. C'est une des réalités pour l'entreprise dure. Comme elle a besoin qu'on s'occupe de ses clients, comme elle a besoin qu'on s'occupe du personnel des clients, des fournisseurs, etc. Alors quels sont les enseignements de tout ça? Excusez-moi, j'ai essayé de résumer ça à 45 ans de vie professionnelle en l'espace de quelques minutes. Eh bien, la première chose qu'on peut tirer de l'observation de cela, c'est que l'entreprise ne peut être que monarchique. L'entreprise démocratique n'existe pas, enfin la démocratie idéologique. Une entreprise ne peut être que monarchique. À la tête, et le peuple en ses états, la démocratie organique. C'est-à-dire que chacun, à son niveau, va s'occuper de ses oignons. Le langage populaire est révélateur. Hein, chacun s'occupe de ses affaires. Et le roi en ses états, le roi en ses conseils, le peuple en ses états, oui, il y a des conseils autour du roi, il y a des services fonctionnels, enfin, excusez-moi pour ceux qui n'ont jamais fréquenté des entreprises. Deuxième leçon, l'entreprise est à même de devenir un lieu de prospérité économique et de bien-être social. Comme par exemple d'exprimer l'entreprise dont je vous parle, je peux la citer, elle n'est plus en France. Il s'agissait du groupe Montupet, les leaders dont je parlais, des fabricants de culasses. Ils étaient en plus spécialisés dans des culasses en aluminium. Arriver à motiver les gens en faisant des culasses, il faut le faire. 3000 personnes en France, en Bulgarie, en Espagne, en Irlande, aux États-Unis, en Inde. Que vous voyez effectivement des gens qui sont tous accrochés à ces mêmes principes d'ordre naturel, parce que c'est d'abord d'ordre naturel. On en voit l'efficacité économique. La preuve, ils étaient devenus les leaders mondiaux dans ce domaine-là. Je dis ils étaient, je vous prie de m'excuser, parce que maintenant qu'ils sont en Ontario, je ne m'en occupe plus. Troisième leçon, l'entreprise n'est pas principalement, je dis principalement, le champ clos de luttes intestines entre services, entre chefs, entre les syndicats. Je dois dire, cette entreprise-là que j'ai connue à une époque, à la CGT des années 80, 85, omnipotente, aujourd'hui, les conflits n'existent plus. Ils n'existaient plus. Pourquoi? Parce que les problèmes étaient réglés sur le terrain, l'échelon local, des chefs qui sont munis de pouvoir, qui peuvent régler réellement les difficultés.
Il n'y a pas de raison d'aller s'adresser à des instances qui vont chercher leurs ordres à Paris en disant on va consulter la base. Parce que c'est ça le syndicalisme. On va consulter la base, vous pouvez être sûr qu'ils vont à Paris. Quatrième leçon, eh bien l'entreprise devient un lieu de paix. Un lieu de paix, c'est-à-dire on peut pas dire oh, c'est pas facile, ça se fait pas tout seul. Mais un lieu de paix, de sérénité dans lequel on peut vraiment affronter les problèmes que le client amène, puisque le rôle d'une entreprise, c'est de régler les problèmes que le client ne veut pas régler lui-même. Alors, d'autres avantages, c'est que une telle ligne de conduite qui s'appuie sur ces principes de droit naturel, ces principes divins, parce que j'ai jamais vu quelqu'un dans un pays étranger, je vous l'ai dit, je suis allé en Inde, je suis allé en Bulgarie, et quand je dis je suis allé, j'ai travaillé pendant une quinzaine d'années avec des entreprises françaises, toujours françaises, mais dans ces pays-là, et qui utilisent la main-d'œuvre locale, je n'ai jamais vu d'opposition de la part des gens. Par contre, la civilisation locale peut aller à l'encontre de ces principes. J'ai vu ça en Égypte. J'ai vu ça en Inde. Mais quand vous demandez aux gens ce à quoi ils aspirent, ils vous demandent tous la même chose. Qu'ils aient les yeux bridés, qu'ils soient en adoration devant Allah ou devant le bon Dieu, ou devant personne, tout le monde a les mêmes attentes. Nous sommes des bipèdes de cette espèce à poil et non pas à plumes. Hein, et nous sommes soumis aux mêmes lois que le divin maître a décidé de mettre dans notre nature. Et donc, il ne faut pas s'étonner si effectivement, quand vous demandez aux gens qu'est-ce que vous attendez de vos chefs, qu'est-ce que vous attendez de vos collaborateurs, qu'est-ce que vous attendez de vos collègues, on a toujours les mêmes réponses qui portent essentiellement sur du comportement et sur des qualités morales. La disponibilité, il est capable de nous dire en face ce qui ne va pas, toujours la capacité d'entraide. Toujours, c'est impressionnant. Impressionnant, j'ai gardé ces listes d'ailleurs en différentes langues, même si je ne les lis pas. Mais c'est impressionnant de voir effectivement cette marque que le bon Dieu a mis partout dans nos sociétés. Alors tout ça c'est un objectif bien sûr, mais c'est également une méthode d'action. Alors aujourd'hui, il faut être conscient, et j'ai un enthousiasme, vous voyez peut-être j'ai du mal à le modérer d'ailleurs. C'est peut-être mon côté méditerranéen, j'en sais rien, mais j'y crois beaucoup aussi. Je crois beaucoup à la cause à laquelle je me suis dévoué. Certes, je crois qu'il faut être conscient que même Hercule n'arriverait pas à nettoyer nos écuries d'Augias aujourd'hui. Et je pense que le coup de balai risque de venir d'ailleurs que d'une boîte à élections, d'une urne, et qu'on risque, je vous prie de m'excuser, mais il n'y a pas d'enfant, on risque de voir le Très-Haut pratiquer un art qu'il sait manier, qu'il a manié, et qui s'appelle la cupédothérapie, le soin par le coup de pied aux fesses. Et je crois que c'est ce qui nous pend au nez. Et je suis très réaliste en disant ça, il n'y a pas d'optimisme, de pessimisme, je l'attends, simplement il faut s'y préparer, c'est le gros avantage. De s'y préparer. Mais pour ma part, j'estime ne pas avoir perdu mon temps si effectivement, malgré l'état de pourrissement de nos institutions, nous a permis de permettre à quelques personnes de mieux vivre au travail, de se préparer plus facilement une éternité heureuse. On en a rencontré qui nous l'ont dit. Deuxièmement, si nous avons contribué à maintenir quelques bastions de réalisme, d'humanité, oui, de fécondité, mais aussi de foi, d'espérance et de charité. Et puis, surtout, pour moi, c'est ma préoccupation, et je crois qu'on ne l'a pas suffisamment aujourd'hui, si cette expérience de ces principes, de ce capital que nous a livré l'Église, nous sommes capables de le transmettre, de l'enrichir, de le donner à nos jeunes générations. Que faisons-nous? D'où les petites plaquettes que j'ai mis là-bas. On essaye de destiner ces petites plaquettes pour que nos jeunes aient envie de lire, de s'intéresser à des sujets, le mondialisme, la planification des naissances, la politique de la mort voulue par la franc-maçonnerie, les sociétés de pensée. Pourquoi on fait ces petits documents? Pour justement éveiller leur attention, leur dire attendez, c'est pas le tout d'aller à la messe le dimanche, de réciter le chapelet, c'est bien, je vais continuer. Hein, mais vous avez un devoir d'être les piliers de la société de demain.
Et c'est ce que nous essayons de faire, ce que j'ai essayé de faire pendant toute ma vie professionnelle. Alors, je crois qu'il n'y a qu'une voie, c'est à l'image de ce qu'a fait Sainte Jeanne d'Arc. Vous connaissez ce qu'on appelle la triple donation. Ah, je le répète. Hein. Jeanne d'Arc, Charles VII lui demandant qu'est-ce que je peux vous donner, gentil dauphin, donne-moi ton royaume. Il reçoit dans l'estomac, il hésite un peu, il dit Jeanne, je te le donne. Et elle fait ça en présence d'actes notariés. Notaire, écrivez. Pendant quelques instants, elle a été reine de France, Jeanne d'Arc. C'est un fait historique. Elle l'a été. À peine ça s'est produit, Jeanne, je donne le royaume à Jésus-Christ. Notaire, écrivez. Troisième acte. Moi, Jésus-Christ, et Jeanne parle en son nom, je le donne à Charles, lieutenant du Christ. Tant qu'on ne sera pas revenu à ça. Et vous voyez qu'on rejoint par là la préoccupation du comte de Chambord. Tant qu'on ne sera pas revenu à ça, je crois qu'on aura beau manifester, user des stylos, des godasses à manifester, ça ne servira à rien. À rien. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir écouté.